Perché? Stiamo davvero perdendo quota. Lo so, questo vi ho già detto io. Oh, guarda. Allo! Allo! Quell'assassino doveva essere un gioiellino la roba. È una cassa da morto invece. Dio grande, Dio grande! Paura, eh? Oh mio Dio, se devi salvarne uno, salva me! Io non ci volevo venire! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange pour Bulle d'air numéro 20, un bulle d'air spécial. Alors oui, parce que là je me suis dit quand même pour la 20e, faut assurer un minimum pour ceux qui me regardent. Donc un bulle d'air dont on va parler de deux omnibus qui vont sortir chez Panini Comics au premier trimestre, à savoir les Micronautes et Rome, le Chevalier de l'Espace. Donc Rome, j'avais déjà fait une émission dans Bref de Comics. Et ben là j'en ferai une dans Bulle d'air, bah oui, pour présenter l'omnibus. Donc je vous laisse deviner où je suis. Et ben je suis en Italie, plus précisément à Rome, plus précisément dans l'antre du cinéma italien, Cinecittà. Et oui, je suis dans le plus gros studio de cinéma européen. Voilà, donc je vais vous faire visiter tout ça. Cinecittà est la ville du cinéma, la plus grande cité du cinéma en Europe, avec, excusez du peu, quelques chefs-d'œuvre qui ont été tournés ici, comme Ben-Hur de 1959 de William Wyler, avec Charlton Heston, Le Parrain, troisième partie de Francis Ford Coppola, La Panthère Rose, Cléopâtre, chère à Liz Taylor, Il était une fois dans l'Ouest et en Amérique, Le Mépris de Jean-Luc Godard, Les Don Camillo, Mort à Venise, Shutter Island, Gang of New York, Salaud ou Les 120 jours de Sodome de Pasolini, le talentueux monsieur Ripley, Star Crash, Le Choc des étoiles, La Dolce Vita, 1900 et plein d'autres films, des westerns, des films d'horreur, des giallo, des péplums, bref du sublime, rien que ça. Environ 3000 films ont été tournés à Cinecittà, 90 auront une nomination aux Oscars, 51 remporteront la célèbre statuette. Alors là, on est dans la partie du musée de l'audiovisuel et du cinéma italien, où vous pouvez voir, il y a des expositions un peu modernes, une présentation assez moderne sur ce qu'est le cinéma transalpin. Donc vous pouvez voir à peu près tout ce qui est exposé, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Si une partie du site est visible toute la semaine, pour faire des visites des décors de cinéma, il faut réserver en semaine du lundi au mercredi avec un guide. Pour le reste, vous avez le musée du cinéma que nous voyons ici, avec une présentation du cinéma italien sous toutes ses coutures, plutôt moderne. Les présentations, c'est vraiment de l'art moderne. Sur le
sur la visite guidée, là vous avez la possibilité de visiter des décors complets de cinéma, dont ils ont gardé quelques décors historiques. Malheureusement, je suis venu un week-end et ces visites ne sont pas possibles le week-end. J'avais un trou dans mon agenda et je me suis retrouvé ici. Voilà. Il y a un passage évidemment qui va ravir les dans le musée les 45-55 avec en présence l'Alinéa, le célèbre dessin animé que nous pouvions découvrir dans L'île aux enfants, si je dis pas de bêtises, hein, vous me rectifierez dans les commentaires, puisque c'est aussi des studios d'animation, les studios de Cinecittà. Vous pouvez aussi accéder à d'autres pavillons, comme le pavillon Fellini, un autre pavillon qui vous fera tout un parcours sur l'histoire des films tournés dans ces studios. Cinecittà est né dans les années 30. C'est une création de Luigi Freddi, dont le but premier est de concurrencer les studios d'Hollywood et aussi, au vu du contexte politique de l'époque, d'en faire une arme de propagande fasciste. Benito sera bien présent pour la pose de la première pierre le 26 janvier 1936 et pour l'inauguration des studios le 28 avril 1937. Sacré béni. La construction de ce complexe cinématographique coûtera 4 millions de lire de l'époque pour 600 000 mètres carrés. Alors, à vos convertisseurs, les copains, je suis incapable de vous dire combien ça fait en anciens francs, je suis désolé. Le complexe contient 73 édifices, dont 16 théâtres scéniques avec des loges de tout confort, 4 hectares de voirie, dont 75 km de rues, 3,5 hectares de jardins, 2 grandes piscines utilisées pour les prises de vue maritimes. J'imagine la fameuse bataille navale par exemple dans Ben-Hur. 3 restaurants et divers hôtels pour dirigeants et employés. Ainsi que tous les secteurs techniques nécessaires à la réalisation et à la production de films. 21 plateaux de tournage. Dans sa conception, Cinecittà est totalement autosuffisant. Là, vous pouvez voir des extraits de films du cinéma italien dans toute sa largeur, dans toutes les époques. Là, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, je crois. Non, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, cet extrait-là, me semble-t-il. Donc de Sergio Leone. Voilà, donc vous avez vraiment un panel et tout un parcours sur ce cinéma. Franchement, c'est pour moi le cinéma italien se limite pas à Bud Spencer et Terence Hill, que j'adore au passage. Il n'y a pas de mépris dans ma remarque. C'est énormément de choses. C'est des comédies. Je pense notamment à un film comme Affreux, sale et méchant que j'ai adoré. C'est aussi les grands réalisateurs, le grand cinéma italien de Visconti des années 60, je pense au Guépard entre autres. Là vous avez une exposition d'art et puis quand je vous parle de l'Alinéa, là vous avez un parfait exemple. Donc il est bien présent au musée pour la section animation. Donc j'espère que ça va vous évoquer plein de souvenirs de jeunesse. Bon, visite du musée, c'est fait. C'est plutôt immersif. C'est vraiment très expérimental avec beaucoup d'effets de son, de lumière, d'image. Puis il y a plein de références au cinéma italien, que ce soit Pasolini, Fellini, le cinéma aussi de Terence Hill et Bud Spencer. Oui, tout y passe. C'est plutôt marrant. J'ai même retrouvé l'Alinéa, pour vous dire, dans l'animation, j'étais assez surpris, mais c'est vrai que c'est italien. Et puis voilà, j'ai vu 1900, ça, j'adore Bertolucci, génial. Non, vraiment, belle expérience, on continue.
Bon, là, on va essayer de trouver le Fellini Building. Ça va être sympa. Faut que je le trouve, c'est tout. Hein. Je vais vous faire voir quelques images. Notons que de 1943 à 1944, Cinecittà deviendra un camp de concentration allemand, que le site sera bombardé par les Alliés et qu'il deviendra un camp pour personnes déplacées de 1945 à 1947. Les studios seront revitalisés par l'apport du cinéma américain qui trouvera son compte avec des coûts moins chers qu'aux USA. C'est le film Quo Vadis qui ouvrira le bal pour une période d'une quinzaine d'années où 150 péplums seront tournés. Au début des années 60, les studios vont prendre un virage avec la mutation de la société italienne, avec les westerns italiens, notamment avec Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, le remake de Yojimbo d'Akira Kurosawa. Le cinéma de genre va se développer comme les célèbres giallo avec La fille qui en savait trop de Mario Bava. Le terme giallo, si vous ne connaissez pas, nous renvoie à la couleur jaune présente sur les couvertures des romans policiers en Italie, à l'instar de la couleur noire sur les livres séries noires en France qui donneront le nom de films noirs. D'une manière générale, le giallo est un slasher à l'italienne, dont les maîtres les plus connus sont Mario Bava, Dario Argento et Lucio Fulci, pour ne citer qu'eux. Un autre virage sera pris dans les années 70 avec le début du règne de la télévision, pour des productions, d'émissions et de productions télévisuelles, et pas que italiennes. Et oui, la saison 6 de Kaamelott par exemple. Vous avez aussi la série Young Pop ou The New Young Pop. Je crois que c'est les deux séries qui suivent. Un épisode du Doctor Who, entre autres, qui seront tournés à Cinecittà. Il y a même un parc d'attractions dédié à Cinecittà, ouvert en 2014. Cinecittà World, pour les fans de sensations fortes. Notons que tous les grands réalisateurs, Federico Fellini est le plus fidèle à Cinecittà avec 13 films. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a un pavillon qui lui est dédié. Que les autres grands réalisateurs, ce n'est pas des petits noms, Ettore Scola, Sergio Leone, Francis Ford Coppola, Alberto Sordi, Martin Scorsese, Luchino Visconti, Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci et plein d'autres. Et là on arrive dans la section des costumes magnifiques et de la partie des très grandes actrices italiennes comme Sofia Loren, Lolo Brigida, Claudia Cardinal. les plus belles comédiennes italiennes il y a tout un pan qui leur est dédié. Donc vous pouvez vous rincer l'œil. Là j'allais prendre une bière dans un saloon pour tirer quelques coups de feu contre les Sergio Corbucci et Sergio Leone et Sergio Molina, les trois Sergio le génie, la brute et l'intello comme on les surnomme. Voilà. Vous avez là c'est la partie avec Sergio Leone qui va plaire à beaucoup de gens où beaucoup de choses lui sont dédiées sur son cinéma. Malheureusement un cinéma où il a fait finalement peu de films, c'est un peu dommageable, ou c'est peut-être bien aussi, j'en sais rien, faut voir. En tout cas, c'est un vrai bonheur de redécouvrir des extraits de Pour une poignée de dollars, quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand. Là, c'est les objets des grands réalisateurs qu'ils ont laissés, comme Sergio Leone, Federico Fellini, et puis vous avez vu, je crois que c'était Francis Ford Coppola ou Martin Scorsese, je ne sais plus. Et puis voilà, on se retrouve à l'extérieur. Vous avez un restaurant pour vous substanter après cette belle balade et cette belle plongée dans le cinéma italien.
C'est vraiment, c'est une visite. Moi, je vous encourage à la faire si vous passez à Rome. Évidemment, un week-end, on n'a pas beaucoup de choses à faire à Rome. C'est toujours très très compliqué. Mais moi, je vous dis, si vous avez du temps, allez-y, profitez-en, c'est plutôt sympa. Venez prendre une glace à l'italienne sur le site, voilà. C'est très accessible en plus en métro, c'est hyper facile. La station s'appelle Cinecittà, donc on peut pas faire plus simple, hein, je vous le dis. Et puis on va passer à une autre partie qui intéresse plus les lecteurs de comics. On va parler de l'omnibus sur les Micronautes. Allons-y. Et oui, donc on va parler de cet omnibus qui va sortir d'ici quelques jours, qui sortira précisément le 19 mars. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ouais, c'est quoi les Micronautes, ça parle de quoi? Alors l'histoire des Micronautes d'un point de vue éditorial est différente de celle de Rome le Chevalier de l'Espace. Alors là, dit comme ça, vous allez vous poser des questions, mais vous comprendrez plus tard. Les Micronautes comme Rome sont à l'origine une gamme de jouets. Concernant les Micronautes, une gamme de la société japonaise Takara. La série de figurines s'appelait alors Microman. Dans l'idée de développer la marque et de l'exporter sur des marchés internationaux, voire le marché américain, Takara s'associe avec la célèbre société Mego. Si vous vous souvenez des figurines Mego, où vous pouviez acheter Batman, Superman, Spider-Man, l'incroyable Hulk. On trouvait ça facilement dans les magasins de jouets à la fin des années 70 et au début des années 80, pour les nostalgiques. À partir de 1977, année de la très célèbre sortie de la Guerre des Étoiles, ou si vous préférez Star Wars, le début d'une période dorée pour le marketing de jouets de l'espace. C'est vraiment le début de quelque chose. Pensez, les figurines Star Wars de Kenner devenaient le fer de lance des ventes avec le succès du film de George Lucas. Mego sort une ligne de jouets similaire en termes de thématique et qui va avoir un franc succès aussi. C'est les Micronautes. En comparaison, Rome le jouet n'est pas un succès qui remporta 32 millions de recettes, comme les Micronautes, soit quand même un tiers du chiffre d'affaires de la société Mego Corporation. C'est vraiment impressionnant quand on y réfléchit, parce que pour moi les Micronautes n'ont pas laissé en termes de jouets une mémoire, une trace, en tout cas en France, mais apparemment aux États-Unis ça a été un succès. Malgré tout, Mego arrêtera la production de la ligne de jouets des Micronautes en 1981. Mais franchement, c'est pas l'histoire qui nous intéresse. Non, là, ce qui nous intéresse, c'est comment les Micronautes sont arrivés chez Marvel sous un format de comics. Alors, la première rectification que je fais sur des choses que je lis parfois, non, Marvel n'a pas racheté les droits de la licence de jouets. Elle a acheté les droits de publier les Micronautes en comics. Et cette rencontre est une belle histoire de Noël. Tout commence au Noël 1977. Le petit Adam Mantlo ouvre sous son sapin un cadeau qu'il attendait avec impatience. Une ou des, c'est pas précisé dans l'anecdote, des figurines des Micronautes. Bill, son papa, que vous connaissez, a flashé sur les figurines qu'il a vues en magasin. Bah oui, c'est pas le Père Noël qui lui a acheté les figurines au petit Adam, c'est bien son papa qui est scénariste chez Marvel Comics. Donc Bill va avoir une envie dingue d'écrire sur ses personnages des histoires. Que va faire Bill après vous? Il va convaincre Jim Shooter de récupérer les droits, donc le rédacteur en chef de Marvel de l'époque, de récupérer les droits de publication des Micronautes afin que Bill puisse, comme son fils Adam, jouer avec les Micronautes. Mais cette fois-ci de manière scénaristique. Tout cela tombait plutôt bien parce que Marvel était en recherche de licences qui soient éditorialement dans la même lignée que Star Wars. L'effet Star Wars venait de souffler dans les cheveux de Bill Mantlo, ainsi que dans les couloirs de la Maison des Idées. C'est donc en cela que les Micronautes et Rome, le Chevalier de l'Espace, sont différents.
La première gamme de jouets, c'est à savoir les Micronautes, c'est un succès commercial en tant que jouet et n'a pas besoin de faire sa promotion par le biais d'un comics book. En revanche, Rome, lui, c'est un jouet qui a un besoin d'être reconnu et en signant un contrat avec Marvel Comics, va asseoir une promotion pour ce jouet. La série The Micronaut ira du numéro 1 au numéro 59 et aura 2 annuales de 1979 à 1984. La première série des Micronautes aura et a, en tout cas dans la version originale, 2 volumes en omnibus. Est-ce que Panini va les éditer tous? On verra. Vous avez aussi une deuxième série des Micronautes, complètement inédite en France, datant de 1984 à 1986, The Micronaut The New Voyage, du numéro 1 au numéro 20, pardon. Et la mini-série datant de 84 que vous connaissez puisque ça a été publié aux éditions Luc dans un récit complet Marvel, X-Men and the Micronaut en 4 épisodes. Donc j'imagine que s'il y a du succès à la vente, nous aurons le 3e volume en omnibus qui reprendra la 2e série et j'imagine la mini-série avec les X-Men et les Micronautes. Je précise bien, si le succès est au rendez-vous, c'est pas gagné, ça, faudra voir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le volume 1 de cet omnibus, vous avez The Micronaut 1 à 29, The Micronaut Annual 1 à 2 et 2, et Micronaut Special Edition 1 à 5. Les artistes, toujours sur cet omnibus, le scénariste c'est le Bill Mantlo, il est aussi scénariste sur Rome, on va en reparler. Les dessinateurs, Michael Golden, qui est un superbe dessinateur, qui réalise quelques couvertures. Malheureusement, il va pas garder la série jusqu'au bout, en tout cas dans ce volume 1. Ensuite, il est remplacé par Howard Chaykin, où les dessins sont pas gégène, c'est Al Milgrom qui fera l'encreur, donc c'est pas vraiment le plus top. C'est Bob McLeod, non c'est Joe Rubinstein pardon qui va ancrer Michael Golden. Ensuite arrive Pat Broderick. Alors j'en ai parlé dans un Retro Strange, notamment sur Captain Marvel. C'est un dessinateur surprenant. Moi franchement, alors j'ai quelques originaux des Micronautes. Je vous avoue que là, il prend bien la relève de Michael Golden. Franchement, c'est assez surprenant. Et c'est un dessinateur, je pense, qui mérite d'être un peu plus connu, n'est-ce pas mon cher French Geek? Sur les annuals, c'est Bill Mantlo et Steve Ditko, l'ancrage de Steve Ditko et Eric Buckler. J'ai pas cité tous les encreurs, je sais qu'il y a aussi Armando Gil, je crois qu'il travaille plus en collaboration avec Pat Broderick, voilà. Ça parle de quoi les Micronautes? Oui les copains, on parle de quoi quand on parle des Micronautes? Bill Mantlo, comme je vous l'ai expliqué, voulait faire son Star Wars à l'époque. On y voit pas mal d'influence. Tout d'abord, l'accroche de l'omnibus. Le commandant Arcturus Ran, la princesse Marie, Biotron, Acroyer, Bug, Han Solo, la princesse Leia, Obi-Wan Kenobi et Chewie. Oubliez la partie à partir de Han Solo. Les Micronautes voyagent dans le microverse à bord du vaisseau Endeavour. Alors je sais pas si je le prononce bien. Leur mission, libérer la planète mère du tyrannique Baron Khazar, alias Darth Vader. Là non plus, oubliez ce que je viens de dire à la fin. Ils font la rencontre de célèbres personnages Marvel tels que les 4 Fantastiques. Oui, là c'est bon. Il y a bien les 4 Fantastiques dedans. Il n'y a pas de doute. Alors pour commencer, parlons très rapidement du microverse parce que dans l'univers Marvel, il existe des univers dans l'infiniment petit, un univers bien plus petit que les atomes. Alors ce n'est pas la première fois que nous abordons le microverse chez Marvel, car il en était question dans une aventure des Fantastic Four, entre autres, avec Ant-Man, et je vous rappelle le fameux micro-monde du Docteur Fatalis,
ou ce vilain qu'on appelle Psychoman, qui est un ennemi aussi des FF. C'est aussi le cas dans les aventures de l'incroyable Hulk. Souvenez-vous du monde de Jarella, hein, la copine de Jambes de Jade. Plus tard, Marvel expliquera que le microverse n'est en fait pas un microverse, mais une porte à travers les dimensions. En rétrécissant les personnages, déclencherait l'ouverture d'une faille dimensionnelle. Bon, pour ma part, moi je m'arrête là, car c'est trop compliqué pour moi. Le microverse, moi ça me va. Hein. S'ils sont vraiment dans l'infiniment petit, voilà, j'accepte. L'univers des microverses, des micronautes, pardon, est accessible depuis la Terre 616. Donc, on parle bien de l'univers Marvel classique. C'est un univers composé de milliards de planètes avec des races extraterrestres diverses et variées. Un univers à la Star Wars. Hein. Jusque-là, voilà. Au niveau de l'intrigue, c'est très simple. Hein. Le baron Karza, un tyran maléfique, impose sa poigne de fer à travers cet univers via le monde de Homeworld. Et on ne peut pas dire qu'il ait vraiment des idées de gauche. Hein. En effet, il tient sa dictature par ses banques des corps, capable de prolonger la vie jusqu'à une immortalité virtuelle par des transplantations d'organes pour les plus riches ou de procéder à des altérations génétiques monstrueuses pour les plus pauvres. Eh, vilain les pauvres, tiens. Alors que le prince Arcturus Ran et son fidèle compagnon Chewbacca, j'ai y arrivé, hein, son robot Biotron, décidément, revient d'un voyage de plus d'1 millier d'années, en animation suspendue, façon Buck Rogers, quoi. On voit les influences. Tout ça à bord du HMS Endeavour. Bah merde, il y a les Anglais, je comprends rien, moi, cette histoire de micromote. Un HMS, c'est les bâtiments britanniques, ça. Bon, bref, si les Anglais sont dans le microverse aussi, là, ça complique les choses, hein. En revenant de ce très long voyage, donc, il arrive sur sa planète Homeworld et il découvre quoi? Que le nouveau boss, c'est Darth Vader. Enfin, je vais y arriver. Le baron Karza, excusez-moi. Que toute sa famille royale, donc les descendants de cette famille, ont été tués par Karza et qu'ils sont vénérés comme des dieux par la population. Les naïfs. Capturé, Arcturus Ran, le héros, se retrouve gladiateur dans l'arène et va faire la rencontre de deux de ses futurs compagnons. À savoir le prince en exil Acroyir, excusez-moi, et Bug, un insectivoride de Cadillac. Eh oui, comme des claques. Avec l'aide de Marie, alias Marionnette, dernière membre en liberté de la famille royale, et de son robot Microtron, les prisonniers s'échappent toujours avec Marionnette, Microtron et Biotron. J'espère que vous avez retenu toute la gamme de jouets. Et fuient vers le mur spatial, une barrière énergétique séparant le microverse du macroverse, à savoir l'univers de la Terre 616, cher à Stanley, afin de fonder l'Alliance Rebelle. Enfin, je veux dire la Résistance, excusez-moi. Nos camarades micronautes débarquent en Floride sous un format en termes de taille de petits jouets, et ils ont la taille de petits jouets, hein. Tout comme notre Micros national, et ils rencontrent Steve Coffin, le fils adolescent d'un ancien astronaute. Mais voilà, le frère de Acroyer, à savoir Chitan, les poursuit dans cet univers car il est sous les ordres de Karza. Je vous passe la suite de rencontres avec Man-Thing, de Captain Universe, de Ant-Man, des 4 Fantastiques, de Nick Fury et du Shield, entre autres. Sachez aussi qu'il est question de la Force. Oui, c'est épuisant. Enfin, de la Force Enigma, hein. Encore un point commun avec la franchise Star Wars. Concernant le récit complet Marvel qui ne sera pas dans cet omnibus, hein, désolé, hein. À savoir les X-Men et les Micronautes, il est question de viol
Quand même, dans cette mini-série où le professeur Xavier a tendance perverse prend le dessus sous le pseudonyme de l'entité, ce récit met aussi en avant les nouveaux mutants, hein. On peut franchement parler d'un récit audacieux pour l'époque. Plus tard dans les années 2000, Image Comics et Davis Dew Publishing ont chacun publié une série sur les Micronautes. 3 romans de poche existent publiés par Byron Press Visual Publication. Comme pour Rome en 2016, IDW Publishing a lancé une nouvelle série des Micronautes. En 2015, Hasbro Studios et Paramount, après le succès des Transformers, développèrent une adaptation cinéma en prise de vue réelle pour les Micronautes. Pour l'instant, RAS, certainement un projet dans les tiroirs des studios d'Hollywood qui ne ressortira jamais. En mai 2023, Marvel a de nouveau acquis les droits de la licence pour publier les Micronautes. Voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. J'espère que cet omnibus va vous plaire. Moi, j'ai été émerveillé par les dessins de Michael Golden et Pat Broderick. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur les Micronautes. Et croyez-moi, c'est déjà pas mal. Le Colosseo, et de son vrai nom, plus connu sous le nom du Colisée. Alors le Colosseo, pourquoi on l'appelle le Colosseo ou le Colisée? C'est parce qu'il y avait une statue de Néron qui mesurait en bronze, qui mesurait 30 mètres de haut, et c'est pour cette raison que le célèbre Colisée, quand même, qui est une des pièces maîtresses de Rome, a été appelé à cause d'une statue. Pour le reste, vous le savez, les gladiateurs se battaient dans cette arène. Il y avait aussi des courses de chars, des courses de spectacles. Et contrairement à une idée reçue, il y a bien eu des batailles navales à l'intérieur du Colisée. Alors je sais que ceux qui ont vu Gladiator 2 ont fait des bons. C'est un scandale, il y a des requins dans le... Non, il n'y avait pas de requins, mais il y avait des crocodiles. Donc quand vous tombiez dans l'eau, c'était vraiment malheur aux vaincus. Voilà. À savoir que les gladiateurs étaient des stars incroyables, que la Rome fonctionnait avec du pain et des jeux. Voilà, c'était une société de divertissement comme aujourd'hui, malheureusement, aussi bien pour le football que pour la télé-réalité. On est un peu dans le même contexte aujourd'hui, mais évidemment sans tuer des gens sur le terrain. Voilà. Pour le reste, on va découvrir aussi à la sortie du Colisée le Mont Paladin avec l'Arc de Triomphe, que vous allez voir un peu plus tard. Donc le Mont Paladin, c'est là où a été construit des palais de différents empereurs romains. Voilà, quand les armées de Jules César ou des différents empereurs revenaient victorieuses, ils passaient sous le Colisée, sous l'Arc de Triomphe que vous voyez ici. Voilà, et les palais des Romains, des empereurs romains, vous allez les voir juste après l'arc de Triomphe qui nous rappelle le nôtre à Paris. Voilà, il y en a qui ont fait des essais. Nous, on a fait un chef-d'œuvre, nous les parigots. Voilà. Évidemment, je plaisante. Si vous suivez un peu le football, vous connaissez les couleurs de l'AS Roma. Et c'était les couleurs de la royauté et de l'Empire. Ce rouge un peu particulier qui était très très difficile à reproduire. Donc c'est les couleurs de Rome. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Rémus et Romulus, de la Louve, de comment a été fondée Rome, ni de l'enlèvement des Sabines. Ça serait voilà. Mais si vous venez à Rome, je pense que le Mont Paladin et le Colisée, c'est des choses
absolument à voir et à ne surtout pas rater. Voilà quoi, puis j'y suis allé au mois de novembre, hein, croyez-moi, il faisait plus de 20 degrés, il devait faire 21-22 degrés. La lumière et les couleurs sont extraordinaires, c'est un super souvenir. Venir à Rome pour parler de Rome, le chevalier de l'espace. Elle est bien bonne celle-là. Il y a quelques temps de cela, j'avais déjà consacré un bref de comics sur le Chevalier de l'Espace. Nous revoici pour en parler après la sortie de ce magnifique omnibus qui lui est dédié en l'omnibus volume 1. Oui, parce qu'il y a 2 volumes à venir, dont un qui va sortir au mois d'août 2025, puisqu'il a été annoncé par Panini, à moins d'un éventuel report, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc, ce qui veut dire aussi, si les 2 volumes suivants sont adaptés, on va avoir de l'inédit, puisque malheureusement ceux qui ont lu Strange à l'époque se souviennent que la série a été interrompue pour des raisons de censure ou d'autocensure. Ceux qui ne connaissent pas les épisodes qui suivent, moi je les connais, je les possède et je peux vous assurer que c'est en ouai du bois. C'est sûr que ça serait pas passé dans Strange à l'époque. Ça aurait pu sortir sous un autre format, peut-être en album, hein, j'ai pas le détail. Voilà, donc on va enfin découvrir ces épisodes et j'ai vraiment hâte de les voir et de voir enfin la fin de la série, même si je pense que le 3e volume d'Omnibus sera nettement moins intéressant. Dans ce volume 1, nous avons Rome du numéro 1 au numéro 29 et Power Man and Iron Fist 73 qui aurait pu paraître dans le dernier intégral dédié aux 2 héros. Mais pour des raisons de droit à l'époque, hein, vous connaissez la suite. Les droits, oui, car concernant Rome, il est question de cela. Hein. Le Chevalier de l'Espace, comme l'autre série, c'est-à-dire les Micronautes que je vous ai présentés en amont, ne sont pas des licences Marvel. Rome est un jouet de Parker Brothers. Rome veut dire Read Only Memory. Et afin de promouvoir ce jouet, Parker Brothers décide de se rapprocher de Marvel afin de développer une gamme de comics books le concernant. Dans les années 80, voir des jouets adaptés en comics n'était pas un événement exceptionnel. Hein. Il y a eu Rome le Chevalier de l'Espace, les Micronautes, les Transformers, G.I. Joe, les Maîtres de l'Univers. Vous voyez, il y a eu quand même, et puis sûrement d'autres que j'oublie, hein, je suis pas non plus un spécialiste des jouets. Hein. C'est un exercice qui était, assez courant. Dans le cas de Rome, c'était vraiment, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est vraiment dans l'idée de promouvoir le jouet. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant pour Marvel. Hein. Marvel ne se moquera pas du tout de Parker Brothers sur le comics développé. Pour preuve, 75 numéros et 4 annuals de 1979 à 1986. Mais avant de développer l'univers de Rome, il faut savoir que les fabricants du jouet n'avaient pas étayé grand-chose sur le personnage. Hein. Sur la boîte, nous pouvions découvrir que Rome est un chevalier de l'ordre de Solstar, qu'il combat des magiciens du nom de Spectre Noir. Mais c'est tout, autant dire, il n'y avait absolument rien. Le rédacteur en chef Jim Shooter cherche des licences, comme je vous l'avais expliqué, qui résonnent avec le succès de Star Wars. Et Rome tombe un peu à pic. Ce sont quelques dessins de John Romita Jr. qui convaincront définitivement les dirigeants de Parker Brothers. Le contrat signé, Jim Shooter confie la série à un duo d'artistes qui se connaissent bien car ils travaillent tous les deux sur la série Hulk. Et il s'agit de Bill Mantlo, comme pour les Micronautes, et au scénario, et Sal Buscema au dessin. Autant dire, ça démarre très fort. Marvel, très franchement, ne se moque pas de Parker Brothers. Et avec ce tandem, et elle confie la responsabilité éditoriale à Joe Duffy.
La couverture du numéro 1, après plusieurs essais infructueux, est exécutée par Frank Miller et ancrée par Joseph Rubinstein. D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la première couverture des Micronautes, c'était, me semble-t-il, Dave Cockrum. Le mot d'ordre et le ton de la série devraient être horrifiques et jouant avec les codes d'un classique du cinéma de science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta. Prendre à contre-pied le lecteur en présentant Rome d'abord comme une menace potentielle, un robot tueur, en jouant sur nos peurs, et ensuite nous le présenter au contraire comme le sauveur de l'humanité avec la noblesse d'un chevalier. Le personnage dans ses pérégrinations et dans ses états d'âme sera construit comme la série Hulk et comme le Silver Surfer. Après tout, il s'agit d'un extraterrestre. Hein. Mais au fait, pour les profanes, ça parle de quoi, Rome ? Ah, l'histoire démarre dans la petite ville de Clairton, en Virginie occidentale. Un météore en fusion s'écrase dans la périphérie de la petite ville. Une machine humanoïde gigantesque sort des flammes et manque de provoquer un accident de voiture à la jeune Brandy Clark. Après l'avoir jaugée avec un étrange rayonnement, Rome décolle en la laissant sur place et atterrit en plein cœur de la ville de Clairton. Il bombarde les habitants du même rayonnement rouge, dégaine son arme, un neutraliseur, et désintègre plusieurs habitants de la ville. La population est dans l'effroi. Le maire appelle les autorités afin d'obtenir l'aide de la garde nationale. D'étranges agents gouvernementaux affiliés au Shield débarquent. Alors que Rome se dissimule, il retrouve Brandy Clark et réussit à communiquer avec elle. Grâce à un traducteur universel, il lui explique qu'il n'est pas un robot mais un cyborg, appartenant à l'ordre des Chevaliers de Galador, son monde natal. Rome a fait un voyage de 200 ans à travers l'espace pour venir sur Terre. Sa planète, à l'origine pacifique, est rentrée en guerre contre les spectres noirs de la nébuleuse noire, une race d'extraterrestres métamorphes, comme les Skrulls. Leur don d'infiltration et leur hostilité envers les autres formes de vie en font une menace tangible, et ils sont déjà sur Terre, probablement depuis des décennies. Dissimulés dans notre société parmi nous, à des postes et des fonctions stratégiques, l'invasion a commencé. Brandy Clark, comme David Vincent, les a vus. Et Rome est là pour nous sauver. Vous avez compris, entre le jour où la Terre s'arrêta et la série télé, la célèbre série télé Les Envahisseurs, voilà où se situe Rome, le chevalier de l'espace. Voilà donc le pitch de départ de cette série culte que nous découvrions, nous, à l'époque, pour la première fois en France, dans le Strange numéro 133. D'ailleurs, je vous invite à voir le Rétro Strange numéro 1, si ce n'est pas encore fait, qui est consacré à ce numéro, justement, ce fameux Strange numéro 133. Pour nous, Strange, enfin Rome dans Strange, c'est un symbole d'une énorme frustration, car la série a eu beaucoup de fans à l'époque, et malheureusement, elle a été interrompue pour des raisons qui paraissent peut-être pas évidentes pour les gens qui l'ignorent, mais pour des raisons d'autocensure. En même temps, moi qui connais la suite de la série, parce que je possède les numéros en version originale, je peux vous assurer que ça envoie du bois. Donc il y a des choses horrifiques qui n'auraient pas pu passer, je pense, à l'époque. Peut-être plus tard, si Rome était paru, je pense, quelques années plus tard dans Strange, ça passait. Mais à ce moment-là, c'était peut-être encore un peu tôt. Voilà. Si la série est très manichéenne et qu'elle a, par sa symbolique maladroite, un certain rôle en choc qui nous renverrait à des régimes des forces de l'Axe, pour ne pas dire pire, elle a le mérite de nous captiver et de sortir des sentiers souvent classiques de l'univers Marvel. La série nous ouvre deux voies, celle d'aventure face à une menace horrifique dans le cadre terrestre
de l'univers, dans le cadre terrestre de l'univers Marvel. Et l'autre qui nous envoie dans un space opéra cosmique sur Galador, le monde des chevaliers de l'espace. Les interactions avec l'univers Marvel seront nombreuses tout au long de la série. Par exemple, dans ce volume, Rome aura affaire au Shield, à une maison hantée, ennemie de la première heure du Docteur Strange. Si vous voulez connaître cette histoire, vous pouvez le retrouver dans l'intégrale dédiée à Doctor Strange, l'intégrale numéro 1. Et sa première rencontre avec un super-héros Marvel, le Valet de Cœur, avec un combat titanesque au Pentagone entre le Valet de Cœur et Rome. C'est vraiment, ça envoie du bois. Et là, Rome va découvrir qu'il existe des humains, des méta-humains dans cet épisode. Le survivant d'une race reptilienne chère à Miss Marvel. Donc là, si vous voulez en savoir plus sur cette race reptilienne, je vous renvoie au deuxième intégral de Miss Marvel qui lui est dédié, et dans les derniers épisodes vous aurez cette histoire qui était d'ailleurs dessinée par Dave Cockrum. Là, on a une conclusion pour cette race, une conclusion terrible. Le penseur fou est son premier robot, le robot vivant, ce robot étrange avec ce physique un peu malléable. Vous avez le Pillard, le frère de Khazar, qui est vraiment un vilain. Là, pour le coup, qui n'a pas un grand intérêt. Il a affronté Daredevil, donc ça c'est pareil, ça doit être dans le deuxième intégral dédié à Daredevil que vous pouvez retrouver ce méchant, mais même dans d'autres séries que j'ai franchement oublié, parce que ce vilain est vraiment pas intéressant. Vous avez sa rencontre, la rencontre de Rome avec les X-Men, en deux parties. Là, Rome va découvrir les mutants. Il va aussi affronter le fantôme de l'espace, des tout premiers ennemis des Avengers. Puis il va rencontrer les Rocketeers, qui sont des ennemis de la Torpille, et qui ont des liens avec les Spectres, mais ça, on le découvre dans cette aventure. Évidemment, il va rencontrer la Torpille, qui deviendra presque un acolyte pour Rome. Il rencontre Luke Cage et Iron Fist, les 4 Fantastiques, Nova et les champions de Xandar. D'ailleurs, cet épisode est la conclusion provisoire, je dirais, pour Nova, pour ce personnage. Les Skrulls, Galactus, Terrax, l'Homme Taupe, et le maillon manquant qui est un ennemi, un adversaire de Hulk, et que vous pouvez retrouver dans l'un des intégrales, ça doit être l'intégrale de 69 si je ne dis pas de bêtises, voilà, à vérifier. Comme pour la série de comics de Thor dans les années 60, Mantlo installe un rajout dès le numéro 13, la saga des Chevaliers de l'espace, histoire de nous développer en amont les événements vieux de 200 ans qui eurent lieu avant l'arrivée de Rome sur Terre. Alors, c'est très intéressant parce que Bill Mantlo va installer des choses qui vont servir pour plus tard, mais ça on va y venir. Nous pouvons y découvrir 2 chevaliers de l'espace, à savoir Starshine ou Starshine, maladroitement appelé Lumina par Panini Comics dans cet omnibus, et le Terminator a rien à voir avec celui de James Cameron, qui par son code couleur nous annonce son futur destin. Tragique. Cette mini-série, dans la série, aura son point culminant avec le numéro 25. Car si vous lisez cet omnibus, ou vos vieux Strange, vous découvrirez que Rome cherche à rentrer sur Galador après une révélation faite par un spectre. Des éléments de la saga des Chevaliers de l'espace sont installés justement pour cet épisode 25. Sans rien vous spoiler, côté méchant, Rome va se retrouver face à l'enfant d'un spectre et d'une humaine. L'hybride, c'est son nom, une créature monstrueuse qui jettera son dévolu sur les mutants. Dans le volume 2, vous verrez Hybride s'en prendre à la confrérie des mauvais mutants avec une idée un peu particulière, vouloir se reproduire avec les mutantes. Le sagouin. Ça devait être la puberté à ce moment-là. Un humain va... Ah oui, puis j'oubliais un détail, c'est aussi un aspect intéressant, c'est la première fois aussi où on voit un spectre se comporter
pas du tout de manière maléfique. C'est donc le père d'Hybride et qui est complètement fondu dans la société humaine, qui serait arrivé juste après-guerre et qui pour le coup s'est éloigné fortement des spectres pour avoir une vie normale ou en apparence normale. Malheureusement, le pauvre sera rattrapé par la réalité très très rapidement de sa progéniture. Oui, c'est donc il y a un humain aussi qui va se faire greffer à l'armure de Firefall et non de Météore. Hein, merci Panini. Hein. Le premier chevalier de l'espace tombé après la première bataille entre Galador et la nébuleuse noire. Il se sacrifiera pour libérer le neutraliseur de Rome. Notons que certainement pour des raisons d'autocensure, Rome ne désintègre pas les spectres, il les bannit dans une autre dimension. Bon, ça c'est un peu ridicule, je trouve, donc qu'on appelle les limbes. Hein. Ça n'a pas vraiment d'intérêt quand on l'envoie dans les limbes ou qu'il les désintègre. Je trouve que ça enlève un peu de trucs. Mais enfin bref, passons. Ils ont fait ça, j'imagine que c'était pour calmer le jeu avec l'autocensure. Moi, à partir du moment où on t'envoie dans un autre monde, c'est que tu es mort. Hein, voilà. Par la suite, on découvrira qu'il y aura différents types de spectres, que les femelles sont plus dangereuses que les mâles, qu'elles pratiquent la magie noire et qu'une variété de spectres est plus dans l'idée des body snatchers teintés de The Thing à la John Carpenter. En effet, avec une langue extensible, cette variété perfore les crânes pour vider l'autre de sa substance vitale afin de récupérer ses souvenirs, son apparence. Oui, une fois mort, vous êtes remplacé. Je pourrais rajouter que dans le dernier intégral des Avengers, vous avez presque une conclusion de ce qui arrive au Spectre. En tout cas, probablement dans un crossover qui intègre les Avengers. Rome y est absent, mais je crois que son neutraliseur y est présent dans cet épisode. Et on voit ces fameux spectres complètement horrifiques. Et puis, de mémoire aussi, les X-Men les rencontrent aussi. Je me souviens que Colossus a failli se faire perforer son crâne. Bref, vous avez aussi les limiers de l'enfer, de pauvres chiens transformés en humanoïdes fantomatiques. Dans le volume suivant, qui espérons le verra le jour, c'est le cas d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il est annoncé. Bill Mantlo installe et prépare l'hypothétique rencontre avec Rome et Hulk. Et oui, parce que en fait, dans le numéro 29, l'épisode 29, Hulk est évoqué, je crois que pour la première fois, me semble-t-il, et Rome est intrigué par ce personnage, qui est donc ce fameux Hulk. Quel genre d'être ou de créature c'est, pour être aussi fort et aussi responsable de la situation du maillon manquant, qui est en fait un brave type, hein, le maillon manquant. Il a des problèmes radioactifs, mais c'est un brave type. Et ben, là aussi, on sent que Bill Mantlo installe l'idée que les deux vont se rencontrer, et dans l'intégral suivant, dans l'épisode numéro 30, vous découvrirez le maître de métal, qui est un des tout premiers ennemis de Hulk, et encore une fois, Hulk va être cité à plusieurs reprises dans les épisodes à venir. Hulk est cité, et Rome retient ce nom-là, comprend qu'un jour il risquerait bien de rencontrer l'incroyable Hulk. Et c'est ce qui va se passer. Et oui, mes chers amis. Et oui, parce que ils se rencontreront, et il me semble-t-il, alors je sais plus, j'ai plus le numéro en tête, mais il me semble que c'est dans le Hulk 292 qu'ils se rencontrent, et toujours avec la même équipe artistique. Donc ça paraîtra à mon avis dans un intégral dans l'omnibus Rome, un omnibus Rome à venir. Rome par la suite va rencontrer d'autres personnages Marvel. Hein. Il va en rencontrer un paquet. Hein. Il va rencontrer dans le volume 2, il rencontrera, je vous l'ai dit, la confrérie des mauvais mutants, Shang-Chi, Namor, les super soldats soviétiques, voilà, le Docteur Strange, le tribunal vivant et l'intermédiaire.
D'ailleurs, sur cet épisode, regardez mon rétro Strange numéro 3, consacré au Strange 172. On en parle, on en parle. Il rencontrera plus tard, je sais pas si ça sera dans le 2 ou dans le 3, mais la division Alpha, Ant-Man, les nouveaux mutants, bon, plein d'autres super-héros. Je sais qu'il rencontre la planète Ego aussi. Enfin, ça part en cacahuète, hein, il rencontre tout le monde, quoi, à la fin. Et bien sûr, plein d'autres personnages Marvel. Croyez-moi, concernant Parker Brothers, ben c'est Hasbro qui racheta la firme et les droits de Rome. Il aura fallu tout ce temps pour enfin avoir une réédition de cette série magnifique. C'est vraiment incroyable. Et on est heureux et content. Je rajouterai quoi? Que IDW Publishing publie aussi de son côté, ou a publié, eu les droits de Rome, comme les Micronautes. Voilà, et les Transformers aussi, je crois, de mémoire. Voilà. Et c'est Vestron en France qui a publié ces roms. Voilà, j'espère que cette rétro sur cet omnibus vous a plu. Et puis, on arrive petit à petit à la fin de cette émission. Quand je vous dis que je ferai 2 pays, et ben voilà, j'ai fait 2 pays, j'étais en Italie, et ben maintenant je suis à la basilique Saint-Pierre au Vatican. Eh ouais, plus près de Monseigneur. Donc voilà quoi, c'est joli quand même le Vatican, non? Hein, je vous laisse regarder, admirer, c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, c'est un beau séjour qui se termine, ça c'est certain. Je vous laisse admirer, c'est gigantesque, hein, la basilique Saint-Pierre, hein. Moi ça m'a scotché, je vous le dis tout de suite. Et puis je suis monté tout en haut sur le toit en plus, alors et puis j'ai vu les tombes des papes, tout ça, enfin, voilà, quoi. Un séjour qui se termine, quoi. Bon ben voilà, un bulle d'air numéro 20 qui se termine. Bon, j'espère que la visite de Chichen Itza, du Vatican, du Colisée, du Forum romain, tout ça vous a plu. Que de parler aussi de Rome, le chevalier de l'espace, tant la ville de Rome, hein, fallait la faire celle-là, et des Micronautes. Et ben voilà, on y est. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez, vous commentez, vous faites comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, le Parigot vaut mieux l'avoir au Vatican. Et bisous à tous.
mica giocare con loro, quelli menano.